l'atelier santé, privatisation et les luttes. Tout d'abord, je voudrais remercier nos deux intervenants, David Gigax, militant de solidarité et membre du SSP, syndicaliste SSP, et Vanessa Monet, également syndicaliste SSP et membre de solidarité. Particulièrement, c'est pas du tout contre toi David, je voudrais remercier Vanessa qui a accepté de faire l'atelier hier soir en remplacement d'une camarade de France, Chloé Broquet, syndicaliste et infirmière, parce qu'elle n'a pas pu venir. On va dire on est content parce que les grèves marchent bien en France. Donc voilà, on ne peut pas mettre la misère aux camarades français en France qui mènent les grèves de la meilleure manière et qui continuent. Donc je remercie beaucoup Vanessa qui va complémenter, qui va nous amener son expérience et aussi des perspectives très intéressantes. Donc on va essayer de mener la discussion de la meilleure manière. Juste une dernière chose, pour le débat, donc ils vont parler chacun, je pense, on va faire une trentaine, quarantaine minutes d'intervention et ensuite il y aura discussion, remarques, commentaires. Juste, c'est filmé que pour les interventions, donc ne vous inquiétez pas, par la suite, vous pouvez parler librement, etc. Ce ne sera pas filmé. Donc voilà, merci à vous deux encore une fois. Merci à vous, aux camarades qui se sont investis dans l'organisation de ce week-end, tout le travail qui est derrière, et on est, voilà, pour ça. D'abord, la première chose que je voudrais dire, c'est que moi je ne travaille pas de manière professionnelle sur le sujet dont je vais parler aujourd'hui. Je suis plutôt un praticien, je ne suis pas donc un professionnel ou un académicien de travail de recherche sur ces questions. C'est plutôt que, bon, en travaillant dans le secteur public, en intervenant comme le syndicat du personnel des hôpitaux publics, bah, il se passe un certain nombre de choses, donc on essaie de comprendre les tenants, les aboutissants, et au fond c'est ça qui nous a amené à présenter aujourd'hui une dynamique sur ce qui se passe dans le secteur hospitalier qui est relativement discret, disons, les choses se développent à grande vitesse, mais il y a peu de débat public par rapport au fait que c'est un enjeu de santé publique majeur, disons, c'est pas un enjeu qui concerne seulement le syndicat, les syndicats, disons, les organisations de personnel dans le secteur hospitalier, mais c'est au fond une question de santé publique et donc qui pose une question à toute la société, en particulier à la gauche, qui a, pour l'instant, comme tu as dit tout à l'heure, qu'il y avait des luttes, malheureusement, un peu dans ce secteur-là par rapport à ce qui est en train de se passer, qui est grave, disons, assez grave, qui a déjà bien avancé, mais dans une dynamique qui va encore s'aggraver dans les années qui viennent. On est au début d'un processus. Ce processus, il a commencé en 2012. Il y a eu la révision de la loi sur le financement hospitalier. Cette loi, au fond, elle a décrété que les hôpitaux devaient être mis en concurrence. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus, comme avant, la planification hospitalière des cantons, mais que tous les hôpitaux, cliniques y compris, devaient être mis en concurrence pour qu'on puisse les comparer et que les gens puissent choisir dans quel hôpital finalement ils allaient se faire soigner ou se faire traiter. Et donc, on a décrété l'égalité de traitement en fait entre les cliniques privées, celles qui ont seulement comme seul objectif de faire de l'argent, et les hôpitaux publics qui ont en principe comme objectif de soigner les gens, quelle que soit leur situation et leurs conditions. Ce financement hospitalier, il a introduit deux principes essentiels. Le premier, c'est le principe soi-disant, parce qu'il faut toujours évidemment décrypter la psalmodie bourgeoise derrière ça, mais le premier principe, c'est le principe de transparence. Donc ils ont introduit un système de financement, de remboursement des prestations hospitalières qui doit pouvoir mesurer justement l'efficience, l'efficacité des hôpitaux. Donc ça s'appelle l'outil qu'ils ont utilisé pour introduire ça, c'est les DRG, les Diagnosis Related Groups en anglais, c'est-à-dire qu'au fond, vous avez une pathologie qui est classée, il y a environ 1500 pathologies qui sont classées, puis vous êtes traité pour cette pathologie et on rembourse à l'hôpital les frais de cette pathologie. C'est-à-dire qu'on ne rembourse plus la durée du séjour hospitalier, comme c'était le cas avant, où vous êtes hospitalisé 5 jours, vous avez voilà, le remboursement total sur ça, mais l'hôpital est remboursé à partir d'une pathologie. Donc si évidemment vous arrivez à traiter la pathologie, vous recevez un DRG de 5 jours, mais vous avez traité la pathologie en 3 jours, c'est tout bénef. C'est-à-dire que les 2 jours-là, vous les économisez, donc vous faites un bénéfice sur cette prestation hospitalière. Mais évidemment, si ça dure 7 jours, bah, vous êtes perdant. Donc vous avez là, à ce moment-là... Donc ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe qu'ils ont introduit, c'est le principe de concurrence.
Et pour ça, il y a eu 3 outils fondamentaux qui ont changé la donne, en réalité, dans le traitement des prestations hospitalières. C'est que, d'abord, le patient, maintenant, a le libre choix de l'hôpital. Libre choix. Tout ça, j'utilise des termes qu'ils utilisent, eux, pour décrypter la chose, mais c'est ça, le libre choix de l'hôpital. Ça veut dire qu'en gros, maintenant, vous pouvez choisir, vous choisissez jamais de fait, parce que c'est le médecin qui décide de vous appeler, mais vous pouvez choisir si vous allez être dans une clinique privée ou dans un hôpital, ça ne change rien, parce que la clinique, c'est la nouveauté, elle est remboursée. Avant, elle n'était pas remboursée par les la LAMAD, par les prestations des assurances obligatoires, mais maintenant, c'est le changement fondamental, c'est que la clinique privée peut être remboursée sur cette prestation. Et enfin, les cantons ont eu l'interdiction de garantir les déficits des hôpitaux, c'est-à-dire qu'au fond, les hôpitaux publics qui étaient déficitaires pouvaient compter sur le canton qui remboursait, qui garantissait leur déficit. Ça, c'est terminé. Donc, il n'y a plus de possibilité pour le canton de rembourser. Voilà. Donc, évidemment, ça a mis en concurrence tout le système hospitalier, toutes les prestations hospitalières. Pas le site, parce que quand on dit privatisation du système hospitalier, c'est faux. C'est pas une privatisation du système hospitalier, c'est une privatisation de certaines prestations hospitalières, parce que c'est évidemment, ils sont pas fous, ils privatisent ce qui est rentable, ils privatisent pas ce qui coûte. Donc ils ont choisi de faire ça, et donc ainsi vous avez une espèce de mise en concurrence généralisée des hôpitaux publics, même s'il n'y a pas de système de santé publique en Suisse, ça c'est un autre débat, mais disons, il y a les hôpitaux publics quand même qui doivent garantir un certain nombre de prestations, et donc vous avez mis en concurrence cela avec ceux qui doivent seulement faire de l'argent, seulement faire des bénéfices. Il y a Irlanden, si vous connaissez, ou Genelier, par exemple, qui sont les 2 grands intervenants, en Suisse romande en tout cas, dans le secteur hospitalier. Alors, les cantons ont quand même eu le droit d'avoir 2 outils à leur disposition pour atténuer un tout petit peu cette mise en concurrence, puis surtout pour que collectivement il y ait moins de dégâts. La première, c'est qu'ils dressent une liste des prestations, des hôpitaux qui sont remboursés. Donc, si vous voulez être une clinique et que vous voulez être remboursé par l'assurance obligatoire des soins, vous devez figurer sur la liste. Sinon, vous n'êtes pas remboursé, c'est une prestation privée. Donc, évidemment, ils font le maximum pour être sur ces listes. Il y a un certain nombre de cantons dans lesquels ils sont contingentés, les opérations sont contingentées, donc les cantons limitent un peu, c'est le cas dans le canton de Vaud, limitent un peu les prestations qui sont remboursées, mais de fait, dans la plupart des cantons, il n'y a pas de limite à ça, ils sont sur la liste et ils peuvent faire toutes sortes d'opérations, toutes les opérations qu'eux souhaitent. C'est important de faire une. Puis le deuxième outil à disposition des cantons, c'est les PIG, vous avez déjà peut-être entendu, les prestations d'intérêt général qui permettent de soutenir des hôpitaux qui de fait sont pas rentables, mais avec lesquels les cantons considèrent qu'il faut garder, disons, une surface hospitalière régionale. Donc pour des questions d'intérêt de politique régionale, ces PIG permettent de soutenir artificiellement, si on parle du point de vue d'une concurrence saine et non faussée, ça soutient artificiellement un certain nombre d'hôpitaux et d'hôpitaux publics, en particulier les hôpitaux régionaux. Ça, c'est un peu le dispositif, disons, juridique ou disons, légal qui a été introduit en 2012. Évidemment, vous avez maintenant un dispositif qui permet de mettre en concurrence les uns et les autres et de regarder qui est le plus efficient, qui est le plus efficace. Donc ça, c'est le principe général. Mais en réalité, ça ne se passe pas comme ça se passe comme ils avaient prévu les gens qui ont fait cette loi, parce qu'au début, le Conseil fédéral, quand il a introduit ce nouveau financement hospitalier, il a dit, en gros, il faut que les hôpitaux se mangent entre eux. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils se détruisent. La citation exacte du Conseil fédéral, c'est « Les cantons sont incités à préparer leurs établissements hospitaliers à évoluer dans un marché soumis aux règles de la concurrence, avec l'espoir d'éliminer les autres hôpitaux du marché. » Ça, c'est le Conseil fédéral, c'est assez clair. Donc ça veut dire que quand maintenant on est en train disons, critiquer un certain nombre de fermetures de sites et ça, c'est pas une conséquence négative du système. C'est pas un malheureux hasard. C'est la volonté de ce système-là, c'est d'éliminer les concurrents qui ne sont pas rentables, pas assez rentables, et puis de les pousser et les débarrasser pour que la concurrence puisse jouer à peu. Mais évidemment, c'est une concurrence qui est faussée, comme toute concurrence partout dans le monde d'ailleurs. Elle est faussée, évidemment. Vous avez un certain nombre de choses qui biaisent cette concurrence. Par exemple, pour les hôpitaux publics, il y a certaines règles à respecter, qui les pénalisent. Qui les pénalisent toujours dans le sens de la concurrence. Par exemple, il y a un certain nombre de lois
par exemple, pour le Bonvaux, à Genève, c'est les Hugues, c'est aussi pareil. Il y a un certain nombre de lois qui doivent respecter, là, par exemple, la loi sur le personnel de l'État de Vaud pour ce qui est du CHUV. Il y a des CCT, des conventions collectives de travail, il y a des salaires, il y a des grilles de salaires qui sont transparentes, publiques en principe, et donc ils doivent respecter ces règles-là. Ils doivent fournir des prestations qui sont pas rentables. Je veux dire, si vous avez une service de pédiatrie, c'est pas rentable. Il ne faut pas faire ça si vous voulez faire de l'argent. C'est inutile. Vous avez des urgences, jour et nuit, donc évidemment c'est extrêmement pénalisant du point de vue financier. Et puis vous devez prendre tout le monde, c'est-à-dire que toute personne qui débarque d'un hôpital public doit être prise en charge. Évidemment, une clinique, c'est pas ça. Donc la clinique, elle a le choix, elle fait des opérations, ce qu'on appelle des opérations électives, c'est-à-dire qu'ils choisissent un certain nombre d'opérations dans lesquelles ils sont concurrentiels, dans lesquelles ils vont faire des bénéfices, et puis ils industrialisent le processus. Si vous avez les prothèses de hanche, par exemple, les cliniques, en principe, font à peu près 10% des prestations hospitalières, mais 30% des prothèses de hanche. Parce que, évidemment, c'est un secteur dans lequel, un segment de marché, pour dire tout ça, dans lequel elles peuvent intervenir et faire du profit, faire des bénéfices, parce que c'est industrialisé à la manière de l'industrie automobile, parce que c'est l'exemple que maintenant aujourd'hui le secteur hospitalier, c'est l'industrie automobile. Comment vous arrivez à industrialiser totalement le processus pour rentabiliser évidemment au maximum vos installations, vos investissements et le personnel. S'il y a des complications dans la clinique, s'il y a une complication sur une prothèse de hanche et que c'est pas prévu, et que c'est un peu compliqué, vous le voyez à l'hôpital public. C'est comme ça que ça marche, comme ça l'hôpital, de toute façon, il doit prendre tout le monde. Voilà, c'est lui qui écope, mais en tout cas, vous avez minimisé les pertes sur une opération qui pourrait éventuellement mal tourner. Donc évidemment, pour les cliniques, ce nouveau jeu, c'est tout bénef. Parce qu'avant, elles n'avaient pas accès aux patients qui étaient soumis à l'assurance obligatoire. Aujourd'hui, elles l'ont. C'est fondamental. Et donc, c'est un marché gigantesque. En gros, on considère que c'est un marché entre 20 et 25 milliards de francs annuels qui s'est ouvert pour eux. Donc, évidemment, ils se sont engouffrés là-dedans. Et tous les investissements qui sont faits aujourd'hui dans les cliniques sont faits à destination de l'assurance obligatoire. C'est-à-dire des gens qui sont remboursés par l'assurance obligatoire parce que c'est évidemment énorme. Donc, une fois que vous avez ces considérations en tête, le résultat, il n'est pas très compliqué à comprendre. C'est que les hôpitaux publics sont à la peine, financièrement, moins rentables que les cliniques. Et les cliniques rigolent. Par exemple, on considère qu'il faut, les spécialistes du secteur, bon, je ne fais pas partie, mais en tout cas, ils considèrent qu'il faut à peu près 10% de rendement pour un hôpital pour fonctionner. Parce qu'il faut qu'il puisse investir, il y a des machines, il y a toute une série de choses. Et donc il faut qu'en gros, il dégage un bénéfice à peu près personnel de 10%. Avec ce que je viens d'énoncer, East London, par exemple, en 2016, fait 20,9% de rendement. Et la clinique Latour à Genève fait 25%. Et puis, les hôpitaux publics font des pertes. Si vous avez les budgets 2018 des hôpitaux publics, tous en Suisse romande, à 2 exceptions près, tous ont des pertes qui sont prévues. Donc évidemment, le chiffre fait un tout petit bénéfice, mais ridicule, de 2% à peu près, donc ça suffit pas. Ça suffit pas, c'est évident. Une fois que vous avez fait ce constat, et que vous considérez qu'il y a une concurrence, puis que les uns font des bénéfices, les autres font des pertes, puis que vous considérez qu'il faut éliminer ceux qui font des pertes parce qu'ils sont pas efficients, vous avez ce qui se passe maintenant, c'est-à-dire que le secteur public est en train de rétrécir à vue d'œil. Et puis, à côté de ça, il y a un développement phénoménal en termes d'investissement, en termes de sites du secteur privé. Donc, les deux sont liés, c'est évident. D'une part, pour ce qui est des hôpitaux publics, la conséquence, il y a une conséquence sur le personnel, qui est évident que nous on voit au quotidien, c'est qu'il y a des compressions d'effectifs. Parce que, comme je disais avant, le personnel, c'est environ 70% des frais de roulement à l'hôpital. Donc, vous avez une marge importante là-dessus pour pouvoir peser, pour diminuer vos coûts. Donc, les compressions des effectifs sont massives dans le secteur public. Aujourd'hui, les gens sont totalement épuisés, fonctionnent dans des turnus complètement dingues, les rythmes de travail sont complètement effrénés. Vous avez des blocages des salaires, alors que, par exemple, à HFR, l'hôpital fribourgeois, les salaires ont été bloqués pour cesser de diminuer les pertes. Et puis vous avez un personnel soignant qui, de fait, ne soigne plus. Parce que les gens s'arrêtent de travailler, parce que c'est insoutenable. C'est-à-dire qu'en gros, au CHU, on considère qu'une infirmière qui commence,
elle a une espérance de vie dans le métier au CHUV de moins de 8 ans. C'est-à-dire qu'au fond, former des gens de manière au niveau académique, parce que c'est des formations maintenant tertiaires, et puis ces gens s'arrêtent de travailler, tout simplement, ils ne peuvent pas continuer à travailler à l'hôpital. Si vous regardez les équipes de soignantes, de soignants aujourd'hui, vous n'avez plus d'infirmières de plus de 40 ans. Il y a pratiquement plus de disparu. Si vous regardez, donc ça veut dire qu'au fond, on a balayé toute l'ancienneté, toute la connaissance aussi du métier, et puis vous avez des équipes très jeunes qui se renouvellent à un rythme extrêmement rapide. Donc ça, c'est les effets sur le personnel. Pour les hôpitaux publics. Pour les hôpitaux publics. Puis il y a des effets sur les prestations des hôpitaux publics, parce que des effets très directs, c'est-à-dire qu'au fond, les gens, comme je disais avant, par rapport au DRG, les gens qui sont traités à l'hôpital public sont priés de partir le plus vite possible, de sortir de l'hôpital, parce que simplement ils coûtent. Donc si vous avez quelqu'un qui est là, puis votre DRG a été remboursé sur 2 jours, vous allez l'inciter à partir très vite. Donc il y a le développement du secteur ambulatoire de manière massive, qui n'est pas le développement du secteur ambulatoire, comme on dit toujours, c'est la solution au problème des coûts, mais en réalité, c'est pas ça, c'est que ça coûte moins cher. C'est pas que vous voulez mieux prendre en charge les patients. Au fond, vous essayez de diminuer les coûts que les patients vous provoquent dans votre hôpital. Et donc, la qualité des soins, évidemment, tout le monde le comprend, elle baisse. Et puis, vous avez aussi un effet aussi direct de ces déficits publics, de ces déficits de l'hôpital public, c'est que les sites ferment. Simplement, les sites ferment. C'est-à-dire qu'il y a des prestations qui sont supprimées aux populations régionales, par exemple, parce que les hôpitaux sont obligés de fermer. Le dernier exemple, en préparant pour cette présentation d'aujourd'hui, la semaine dernière, vous avez le site de RIA à Fribourg, qui fait partie de l'hôpital fribourgeois. Le site des urgences de nuit va fermer, tout simplement. Et les gens de RIA qui ont des urgences la nuit, ils ne pourront pas aller à l'hôpital auquel ils étaient habitués à aller, parce que c'est fermé, il n'y a plus. Parce que simplement, ça coûte trop cher, évidemment, d'entretenir un site d'urgence. Donc, on va demander aux gens d'aller se déplacer à Fribourg. Alors, le directeur vous explique que c'est mieux maintenant, en fermant le site, c'est mieux, parce que les gens seront mieux traités. Alors, on se demande ce que c'est avant, parce que c'était bien fermé tout de suite, c'était pour que les gens soient mieux traités. Mais non, là, il nous explique que c'est mieux. Donc, évidemment, derrière tout ça, il y a un baratin invraisemblable qui est sollicité par les autorités politiques en particulier. Et donc la concentration hospitalière s'accélère, donc vous avez des fermetures de sites à très nombreux endroits, et vous avez des sites qui se regroupent, parce que simplement c'est un peu moins à perte, c'est un peu plus rentable. Moi je viens de l'Est vaudois, il y a maintenant les 4 sites hospitaliers vont fermer, les sites de soins aigus vont fermer, il n'y en aura plus qu'un. Il sera à Rénin. Et donc Vevey, les 2 sites de Vevey, Montreux, Aigues, Montaix, tous ces sites vont fermer pour qu'il y ait un seul site, soi-disant, concentré. Donc ça, évidemment, c'est évidemment des pertes de prestations pour les populations. On peut nous raconter ce qu'on veut, c'est de fait des pertes de prestations pour les populations, et donc pour la santé publique au sens très large. Tout ça, c'est dans le but de faire des économies, et comme les gens disent, mais le système des DRG, le financement hospitalier n'a pas d'incidence sur le traitement des patients. Alors l'OFS nous sort des statistiques permanentes pour dire que non, les gens sont tout aussi bien soignés, qu'il n'y a pas de perte. Évidemment, c'est faux, c'est totalement faux. Et le lien est fait, par exemple, à HFR encore une fois, parce que c'est un exemple assez aigu en ce moment, et le lien est fait en disant on doit restreindre les prestations pour diminuer le déficit. C'est-à-dire qu'on doit restreindre les prestations. Donc on va demander aux gens de partir plus tôt de l'hôpital, on va demander aux soignants de faire un peu moins, en tout cas d'être un peu moins et de faire un peu moins, parce que simplement on n'a plus les moyens. Donc il y a un lien direct, évidemment, entre la question financière et la question du traitement, la question des soins qui sont octroyés aux patients, aux populations. Par contre, pour les cliniques, c'est pas comme ça se passe. Parce que pour les cliniques, évidemment, si vous avez un rétrécissement du secteur public, immédiatement, il y a des investissements du secteur privé qui sont faits parce qu'ils captent une partie de la patientèle. Ils captent tout ce qui est électif, comme je disais tout à l'heure, ils captent tout ce qui est rentable, et donc ils développent des sites de manière avec des investissements énormes. Évidemment, quand vous voulez faire l'hôpital, c'est pas un petit investissement, c'est des investissements extrêmement conséquents. Pour revenir dans l'exemple de l'Est vaudois, il y a une clinique qui s'appelle CIC qui a investi 80 millions l'année passée pour construire un site avec 3 salles d'opération, 1 stationnaire, et qui va être remboursé par l'assurance obligatoire des soins. Donc les patients pourront venir là, se traiter, parce qu'évidemment vous avez rétrécissement du secteur public, vous avez un développement du secteur privé sur les traitements rentables, sur les interventions qui sont rentables.
La clinique Boisser à Lausanne, aussi du groupe Irlanda, elle a construit un hôpital de jour avec un bloc opératoire intégré. C'est des investissements de dizaines de millions de francs. Puis ils peuvent, avec ça, intervenir là où l'hôpital public ne fait peut plus faire les opérations qui sont rentables. À Montreux, il y a une clinique qui vient d'ouvrir il y a 2 semaines, qui est une clinique pour femmes, qui traite toutes les questions qui sont liées à la santé hospitalière des femmes. Et donc, les gens les femmes sont remboursées évidemment pour ce traitement, et ils investissent fortement pour que... donc il y a des spécialisations comme ça qui se développent, et ils investissent évidemment parce que c'est rentable. Et puis, à côté de ça, vous avez évidemment, c'est pas possible de dire il y a 2 développements séparés, l'hôpital public qui se rétrécit, puis l'hôpital privé qui se développe, mais vous avez évidemment un lien, disons, fort entre les choses, parce que l'hôpital public fonctionne de fait maintenant comme un hôpital privé, c'est-à-dire qu'il a les mêmes logiques. C'est plus une logique de traitement des patients, puis à la limite, on fait un déficit, peu importe, on traite les gens. Ben non, vous avez évidemment ces logiques de rentabilité qui sont inscrites maintenant dans le patrimoine génétique de ces hôpitaux, et donc de fait, ils agissent, ils réfléchissent, et ils considèrent leur développement exactement de la même manière que les cliniques privées, parce que cette logique-là, elle s'est imposée de fait à eux, et ils sont obligés de suivre ce courant-là. Donc maintenant, évidemment, pour les cliniques, c'est une opération qui est possible de dire bah, nous, on est prêts à collaborer avec le public. Parce que pour l'instant, ils ont encore se développer. Donc ils disent bah, nous, par exemple, le Irlanda Genelier avait fait une offre il y a 2 ans à l'hôpital fribourgeois en disant vous êtes dans la merde, vous n'avez pas envie d'en sortir, vous êtes un hôpital économique, donc vous êtes inefficient, etc. Donc nous, on vous propose de collaborer ensemble. Et puis, qu'est-ce que vous en pensez? Vous devriez faire des partenariats public-privé pour évidemment tenter de couler en réalité les hôpitaux publics et de racheter les secteurs rentables. C'est ce qui s'est passé aussi, ceux qui se souviennent peut-être parmi vous, à la Providence à Neuchâtel. C'était un des premiers hôpitaux où la clinique Genelier a racheté cet hôpital à Neuchâtel parce que c'était un hôpital public déficitaire et donc ils ont souhaité investir dans ce marché. Donc quand on dit qu'il faut réduire les coûts de la santé, eux, ben non, ils disent qu'il faut investir dans le secteur de la santé parce que c'est un secteur rentable, en tout cas dans leur logique et dans leurs objectifs. Donc, pour l'instant, disons, il y a une dynamique générale que j'essaie de montrer qui est évidemment très fortement favorable aux cliniques, mais ils estiment que, disons, cette concurrence n'est pas encore tout à fait exactement comme ils voudraient. Parce qu'évidemment, ils ont toujours des objectifs. Les bourgeois, c'est pas qu'ils attendent pas, ils réfléchissent évidemment à terme. Et donc, eux, leur but, c'est d'accélérer le processus, de détruire totalement toutes les prestations hospitalières publiques rentables et de les capter. Donc, eux, ils considèrent par exemple que les PIG, les prestations d'intérêt général qui sont versées par les cantons, c'est une distorsion de concurrence. D'accord? Donc, juste titre, de leur point de vue, les 1000 millions que le canton de Vaud donne aux hôpitaux publics pour qu'ils survivent tant bien que mal, et malgré leur déficit, ils puissent continuer à assurer des prestations, eux ils considèrent que c'est une distorsion de concurrence et que ces pics doivent être supprimés ou attribués aussi aux cliniques. Donc, il y a une vaste offensive sur ces prestations d'intérêt général, une vaste offensive politique, comme ils savent faire eux, c'est-à-dire ils publient des ouvrages, ils font une campagne, ils interviennent à tous les niveaux, politiques, mais aussi dans le secteur directement. Et puis ils disent, ces pics, faut arrêter. Il faut arrêter avec ces pics, ou alors il faut donner les critères qui font que les cantons attribuent des pics à un hôpital plutôt qu'à une clinique. Donc, même avec toutes les critiques qu'on peut faire à Maillard ou au canton de Vaud, parce qu'on en fait beaucoup, mais Maillard par exemple, il essaye c'est le canton qui attribue le plus de pics avec Genève, hein, donc toute la Suisse. Eux disent c'est un scandale cette affaire. Maillard et puis son collègue à Genève, ils doivent arrêter avec ces distorsions de concurrence parce que de fait, ça fait survivre des hôpitaux qui devraient mourir. Ou en tout cas des hôpitaux qui conservent un certain nombre de prestations qui devraient être supprimés parce qu'ils ne sont pas concurrentiels, ça fausse la concurrence, et donc nous on devrait récupérer tous ces gens-là. Donc et évidemment le problème des PIG, en soi, de vision social-démocrate de gauche, c'est un truc positif, parce que bon, il y a la privatisation, mais au moins ça atténue un petit peu les choses, mais évidemment, nous, on voudrait, c'est pas que ce soit comme ça, on voudrait que ce soit un système de santé publique, mais évidemment, ces PIG, elles ont 2 problèmes majeurs, c'est que, un, c'est des choix politiques, donc, comme je disais Maillard tout à l'heure, si Maillard s'en va, il se pourrait que les PIG diminuent, ou en tout cas qu'elles soient attribuées à d'autres, c'est aussi possible, aux cliniques, aussi, donc ça c'est un premier effet, un premier problème.
Puis le deuxième problème, c'est qu'évidemment les cantons sont soumis à la pression fiscale, que tout le monde ici connaît, où les cadeaux fiscaux qui sont faits, ils ne sont pas sans effet. Et donc à un moment donné, quand on leur dit à 1000 millions qui partent pour les pigs, puis si vous avez un déficit dans le canton, on vous dit, écoutez les pigs, déjà que c'est un cadeau que vous faites aux hôpitaux, donc il n'y a plus de raison de les faire, il faut maintenant arrêter avec ça. Et à Neuchâtel, par exemple, ils ont décidé de baisser les pigs, moins 3 millions en 2019, moins 4 en 2020, moins 5 millions en 2021. Donc ils vont de fait tuer les hôpitaux de Châtelois, malgré la votation qui a dit, la votation qu'il y a eu l'année dernière qui disait maintien de 2 sites hospitaliers, donc autant Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, sites de soins aigus. Ils disent déjà, cette décision populaire, malheureusement, elle n'est pas applicable. Parce que c'est comme ça, c'est une décision populaire qui ne leur convient pas, elle n'est pas applicable, parce que c'est compliqué, parce que ça. Donc, évidemment, si vous supprimez les pigs, de fait, elle ne sera pas applicable. Parce que de fait, vous allez tuer un des 2 hôpitaux et vous allez concentrer, ce qui est exactement le but, vous allez concentrer les prestations hospitalières sur un seul site, et ce sera probablement ce qui va se passer à Neuchâtel dans les années qui viennent, surtout si le financement public est asséché. Et tout ça au nom, évidemment, des cadeaux fiscaux qui ont été faits précédemment, ça vous connaissez ça mieux. Voilà un peu le tableau général. Alors, bon, on est en Suisse, donc ça veut dire que ça, c'est des logiques qui se déploient, et puis, il n'y a pas d'opposition. On est en Suisse. C'est-à-dire que les gens regardent passer ça. Maillard nous disait, en gros, parce que je dis Maillard, parce que c'est un peu l'icône de la résistance en termes de santé, en tout cas, à un certain nombre de choses. Maillard, il nous a expliqué pendant des années que ce système DRG, c'était pas si mal, il fallait pas s'énerver contre ça, etc. On est en train de changer. On est en train de changer parce que, bon, il a fait autre chose aussi, mais aussi parce qu'il considère que, finalement, il considère que les ravages qui sont faits, l'accès au marché qui est fait aux cliniques, ça va pas. Ça va un peu trop loin. Et de fait, il n'y a pas de résistance à cette dynamique-là. Et ce qui est en train de se passer, se développe maintenant, mais ça va s'accentuer dans les années qui viennent, ça c'est évident, ça va s'accentuer, et pour l'instant, il n'y a pas de riposte. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de riposte, et la riposte, elle ne peut pas venir du syndicat, parce que le syndicat, il organise les salariés, c'est son fonction fondamentale, mais ce n'est pas, disons, de faire changer un système de financement national ou d'intervenir sur ces questions-là. Moi, je pense que c'est une partie de son rôle, parce qu'il faut dépasser un tout petit peu aussi les fonctions qu'on nous attribue, parce que de fait, il n'y a personne qui le fait, donc il faut bien que quelqu'un y réfléchisse. Donc je pense que c'est une partie de son rôle, mais ça ne peut pas être le syndicat, ça ne peut pas être le personnel hospitalier, du CHUV qui travaille 50 heures par semaine, dans les rites de démons, qui va organiser une résistance parce que l'argent public va aux cliniques. C'est pas comme ça. Donc ça doit être évidemment une réflexion politique qui concerne nous, en fait. Voilà. Donc, je pense qu'on est au début du processus, que ce processus s'accélère et que l'offensive qui est menée par les forces dont j'ai parlé tout à l'heure, elle va s'accentuer. Dans le canton de Vaud, on a par exemple le programme de législature des bourgeois du centre patronal, ils vont sortir un programme de législature parce que je vous demande bien donner un peu leurs orientations, leurs indications générales, tout ça. Et donc, eux, ils disent par exemple qu'il faut que le CHUV sorte de l'État de Vaud, soit plus un service de l'État, mais soit au fond une entreprise, et ça, CHUV de ça, qui soit gérée par un conseil d'administration, parce que c'est une espèce de direction comme ça, nommée par le conseil d'État, ça rapporte, c'est trop politique, évidemment, c'est trop politique. C'est aussi trop cantonal, donc évidemment le fédéralisme ça les arrange pour faire la concurrence fiscale, mais quand c'est les cantonalistes, ils appellent ça le cantonalisme, comment ça les emmerde parce qu'il y a des politiques locales qui peuvent empêcher l'accès de fait aux investissements et à la rentabilité, donc ça les emmerde, ils appellent ça le cantonalisme, c'est une saine concurrence fiscale, mais le reste c'est du cantonalisme. Donc, voilà où on en est. Le principe général de tout ça a été introduit, parce que évidemment ils sont obligés de mettre un peu de vernis là-dessus, parce que sinon c'est un peu direct, un peu brutal, donc ils disent toujours oui, on a introduit la concurrence pour limiter les coûts de la santé, parce que vous savez bien que les coûts de la santé c'est un énorme problème aussi, donc ça coûte très cher. Donc le but c'est, quand il y aura de la concurrence, vous pourrez juger qui est le plus rentable, puis du coup, le plus rentable sera le moins cher, donc les autres vont mourir, les trop chers, ceux qui sont inefficients, et puis vous allez avoir comme ça seulement les hôpitaux très, très efficaces, et donc vous allez faire baisser les coûts de la santé. Ça, c'était le vernis qu'ils ont mis dessus pour nous faire croire que c'était ça, mais évidemment, si on réfléchit 2 secondes, on comprend bien que quand vous avez une logique de marché, c'est-à-dire que vous développez une logique de marché, vous avez intérêt à accroître le volume d'affaires.
dans le secteur dans lequel vous intervenez. Vous n'avez pas intérêt à limiter. Je ne vois pas la clinique irlandaise qui dise à ses patients, faites-vous pas opérer de la hanche. Ce serait débile, c'est comme si Apple disait, on arrête de vendre des iPhones. C'est exactement pareil, c'est qu'eux, ils veulent rentabiliser leurs investissements, donc maximiser leurs profits. Donc évidemment, il faut un volume d'affaires pour ça. Vous n'allez pas limiter, vous auto-limiter au nom de... Donc tout ça, plus vous introduisez du marché, des logiques de marché, plus vous introduisez une logique d'accroissement du volume d'affaires, et donc évidemment d'accroissement des prestations, et donc effectivement, parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est pas limiter les coûts de la santé, c'est limiter les coûts de la santé qui sont socialisés. Ce qu'ils veulent, eux, c'est limiter les coûts de la santé qui sont socialisés, qui sont payés par tout le monde, pour qu'eux, ils puissent toucher la rentabilité sur les coûts de la santé, parce que pour l'Irlanden, une opération, c'est une réjouissante augmentation du chiffre d'affaires. Pour le chiffre, c'est un accroissement des coûts de la santé. Mais pour l'Irlanden, c'est une réjouissante augmentation du chiffre d'affaires. Donc on est pour la même chose, on parle de la même chose, l'opération de la hanche typiquement. Voilà. Donc évidemment, on comprend bien que plus de marché, ça veut dire plus de financement au fond qui va avancer. Et puis c'est notre argent. Ça, c'est aussi peut-être un truc. C'est notre argent parce que c'est soit l'assurance obligatoire du soin pour lesquels on paye les primes maladie. Donc ça, c'est le financement, parce que le financement aujourd'hui c'est 55% des cantons, 45% l'AOS. Donc c'est de toute façon notre argent. Et maintenant, cet argent-là, au lieu d'aller dans... On peut discuter de toutes les limites, très fortes limites du secteur public, mais enfin, a priori, si on finance un système public, c'est qu'en gros tout le monde a accès, etc. Là, vous financez, avec notre argent, ils financent de fait le profit des actionnaires, des cliniques, c'est seulement ça. On donne notre argent à ces gens-là. Et puis, c'est évidemment un moment où on doit discuter de ces questions-là, parce que on est dépossédé, les cantons, maintenant, vont être de plus en plus dépossédés de la planification hospitalière, c'est-à-dire de pouvoir prévoir où il y a des sites, où il y a des prestations, où il y a des soins pour la population, parce qu'on leur dit, mais maintenant, vous devez arrêter de jouer au sport politique, maintenant, il faut que ce soit seulement la logique de marché qui s'applique, et donc, de fait, on va payer tout, 55 comme contribuable, 45 comme prime maladie, on va payer tout pour décider plus rien. C'est-à-dire que même si on considère qu'on n'est pas représenté par le Conseil d'État, ce qui est mon cas, en tout cas, je ne suis pas représenté par le Conseil, mais de fait, il y a une discussion politique sur la planification hospitalière. Et là, avec ces outils-là qu'ils ont mis en place, et avec les pressions politiques qui sont en train de mettre sur pied, vous n'avez plus aucun levier pour décider quels soins sont attribués à quelle population, dans quel endroit, avec quel niveau de distance, parce que la distance pour les hôpitaux c'est évidemment décisif, avec quel niveau de distance, dans quelles conditions le personnel travaille et dans quelles conditions il accueille les patients. Et tout ça, on est en train d'être dépossédé de tout ça au profit de gens qui font de l'argent sur notre santé. Donc, on disait il y a quelques années, en tout cas moi, dans les manifs, ça m'arrivait souvent de dire la santé n'est pas une marchandise. Ben oui, la santé est une marchandise, et elle est devenue une marchandise dans le secteur hospitalier, sur ces éléments-là, elle est devenue une marchandise. Et je pense que du coup, on doit se poser la question, comme syndicat, toutes les forces sociales et politiques qui sont engagées dans une certaine direction, en tout cas nous, on devrait se poser la question de comment on fait. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Parce que c'est une chose de dénoncer un certain nombre de dynamiques, de même faire pression pour que les prestations d'intérêt général continuent à évoluer, etc. Mais après, il y a un problème de limitation. C'est qu'est-ce qu'on fait avec cette situation? Qu'est-ce qu'on fait avec cette limitation de l'accès aux soins de fait aux patients? Évidemment, c'est les populations les plus fragiles, parce que c'est pas les populations les plus favorisées qui vont être pénalisées. Donc je crois qu'on a là un élément à discuter, à réfléchir ensemble pour savoir quels outils on peut disposer pour s'opposer de fait à ce principe-là et de mettre en lumière un peu ce qui se passe, parce que je trouve que c'est pas tellement mis en lumière, mettre en lumière ce qui se passe et après agir. Parce que si on veut être une force politique ou sociale ou syndicale, et bien normalement on doit aller agir, et je pense qu'on devrait réfléchir ensemble à ces questions. Merci beaucoup. Je donne la parole, Vanessa. Je te remercie encore d'avoir pris tout de suite comme ça pour pouvoir nous parler. Merci. Oui, du coup, voilà, comme j'ai appris tardivement que j'allais intervenir, je vais surtout vous parler du coup de ce que je connais, c'est-à-dire syndicalement dans ce secteur, ce qui se passe et les difficultés qu'on peut avoir, et du coup aussi pour revenir un peu sur pourquoi c'est important aussi que nous, en tant que mouvement politique, on joue un rôle là-dedans.
Donc syndicalement, déjà en Suisse, il n'y a pas un taux d'organisation syndicale sur les lieux de travail qui est très incroyable. Donc même si il y a plus de syndiqués en Suisse par exemple qu'en France, en termes de force de mobilisation, on est extrêmement faible, quoi. Vous connaissez la culture de la paix du travail qui s'est imposée dans les têtes de manière extrêmement forte, et du coup c'est très compliqué d'être dans des modes d'action un peu plus revendicatifs et un peu plus frontaux. Or, c'est impossible d'obtenir quoi que ce soit au niveau des conditions de travail sans un rapport de force un peu plus établi. Donc du coup, dans ce secteur, ce qui est une première difficulté énorme pour s'organiser et pour agir, c'est que les horaires de travail sont absolument monstrueux en termes il y a une flexibilisation, disons, imposée qui est énorme, en tout cas dans le canton de Vaud. Donc là, pour le CHUV, je connais moins, mais en tout cas pour le secteur parapublic, donc tous les hôpitaux régionaux, les EMS et les soins à domicile, il n'y a aucune réglementation pour avoir des jours fixes de travail, pour avoir, il y a du travail de jour, du travail de nuit, c'est extrêmement compliqué, et du coup aussi difficile de s'organiser syndicalement par rapport à ça. Il y a énormément c'est essentiellement des femmes qui travaillent dans ce secteur, beaucoup de femmes migrantes dans les postes les plus précaires et les plus difficiles physiquement au niveau de la pénibilité, etc. Et il y a beaucoup de temps partiel qui sont parfois imposés, parfois choisis, mais c'est un choix justement qui est aussi induit par la dureté des conditions de travail. Il y a énormément de personnes qui réduisent leur temps de travail juste parce que c'est pas tenable de travailler à 100% dans ce secteur, quoi. Il y a aussi une transformation donc assez importante suite à l'introduction de ce système, c'est que le travail administratif a pris énormément plus de place sur le travail de soins. Il y a, surtout notamment pour les infirmières, où elles passent un temps incroyable à faire des démarches administratives pour pouvoir faire la facturation, pour pouvoir valider, etc. Donc il y a une transformation assez forte aussi de certaines professions. Et c'est un secteur où il y a vraiment extrêmement peu de protection, comme dans le secteur privé, quoi, de manière générale, à part dans les hôpitaux qui ont encore des statuts publics, où là il y a quand même une réglementation un peu plus qui protège un peu mieux contre les licenciements. Dans tout ce qui est du secteur de la santé parapublique, en tout cas dans le canton de Vaud, c'est catastrophique, c'est-à-dire que surtout dans les EMS, il y a des gens qui sautent, on a l'impression qu'on parle pas d'êtres humains mais de robots, quoi. C'est assez impressionnant à quel point on se débarrasse des gens. En plus, c'est une dynamique assez c'est assez pervers dans le sens où les pressions sont tellement fortes qu'il y a pas mal de gens qui tombent malades à cause du travail. Et comme il n'y a pas de protection contre les licenciements, on est protégé pendant très peu de temps, les gens malades se font licencier. Voilà. C'est de plus en plus le cas. La plus longue protection quand on est malade, c'est 6 mois, quand ça fait longtemps qu'on travaille. Mais beaucoup de gens, après 1 mois ou après 3 mois, se font licencier parce qu'ils sont malades. Et ça, ça a un effet assez fort, et ça met de plus en plus aussi dehors les gens qui sont là depuis plus longtemps, quoi. En tout cas, dans les hôpitaux, dans certains hôpitaux régionaux, je vois vraiment qu'il y a un tri qui est fait, c'est une manière de pousser dehors les personnes de plus de 50 ans. Concrètement, du coup, on a assez mal pris, parce que même dans les hôpitaux où on arrive à s'organiser, là je vais vous donner l'exemple de l'hôpital intercantonal de la Broye, donc, qui a un site sur Payerne et un site sur Estavayer. Donc c'est un hôpital où il y a eu une mobilisation en été dernier. On a pu négocier, disons, des améliorations
Mais très concrètement, ce qui est à cause des effets en fait, du système de financement, même si on négocie plus de vacances, même si on négocie des compensations plus importantes pour le travail de nuit ou ce genre de truc, ou une retraite anticipée, le problème c'est que comme les effectifs ne sont jamais augmentés, ça a un effet mais désastreux. C'est-à-dire que là, on se retrouve concrètement dans une situation où les gens de plus de 50 ans ont une semaine de vacances en plus, le temps de nuit est mieux compensé, mais comme il n'y a pas suffisamment de personnel et que l'hôpital fait un déficit d'environ 4 millions, et David a expliqué pourquoi on en arrive là, syndicalement c'est quasi pas tenable parce que y a une telle pression que ces améliorations-là, elles ont de fait pas vraiment en vigueur parce que les gens n'ont même pas le temps de prendre leur pause. Donc, je veux dire, voilà, c'est assez compliqué et ça a des effets, par exemple. Donc là, l'hôpital, à cause de ce déficit, ils ont envoyé un courrier tout à fait officiel pour dire que pendant 3 mois, les gens n'allaient ni être remplacés. Donc, les gens qui partent à la retraite, les gens en maladie ou les gens en maternité n'allaient tout simplement pas être remplacés pendant 3 mois à cause de la situation financière. Et ça veut dire que, par exemple, à la maternité, où il y a je crois qu'il y a 6 personnes qui sont absentes en ce moment. Très concrètement, il y a des sages-femmes qui font 6 nuits de 12 heures d'affilée. C'est juste hallucinant, quoi. C'est totalement illégal par ailleurs, mais c'est pas tenable, quoi. Donc voilà, syndicalement, c'est très très compliqué parce que même quand on arrive à obtenir des choses, la mise en place de ça est catastrophique. Et du coup, pour revenir un peu à la question aussi politique, c'est que il y a quasiment, enfin il y a un truc assez grave qui se passe, c'est qu'il y a très peu de dénonciation de ce nouveau système de financement, mais en plus, à cause de l'augmentation des primes maladie, ça rentre vraiment dans la tête des gens qu'il faut qu'on réduise le coût du système de santé. Donc une pression quand même assez forte aussi de la population pour réduire les coûts de la santé, alors que en réalité, vu le système qui a été choisi, et comme David l'a bien expliqué, on est au contraire, on est en train de permettre à des cliniques privées de faire en sorte que tout ça coûte plus cher, quoi. Donc c'est totalement absurde, parce que d'un côté, il y a une grogne, et à juste titre, parce que ça devient juste intenable de payer ces primes maladie, mais en même temps, il n'y a pas de contestation du problème, disons, essentiel, qui est le système de financement de la santé. Voilà, donc nous, c'est clair qu'au syndicat, on essaye de réfléchir à ça. Il y a aussi des gens qui proposent des modèles alternatifs de financement. Donc quelque chose de relativement simple, c'est de reprendre en fait le modèle du financement de l'AVS. On y revient toujours, du modèle du financement de l'AVS qui coûterait en réalité beaucoup moins cher pour tout le monde et qui permettrait surtout de répartir les coûts en fonction de la situation financière des gens. Donc, à mon avis, voilà, quand on n'arrive pas à contester de manière globale et arriver à un système de financement différent, ça va être très très compliqué. Donc voilà, merci. Effectivement, c'est clair qu'on est dans une attaque qui est beaucoup plus générale des services publics, comme tu l'as dit, Maïmouna, et on s'ancre totalement là-dedans, si ce n'est peut-être que ce qui est compliqué avec le secteur de la santé, c'est qu'il n'y a pas tout qui est rentable, quoi. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'on est... Bien sûr que c'est un agenda très clair du patronat de privatiser les services publics et de socialiser le moins possible les coûts de ce genre de tous les secteurs. Mais là, il y a quand même la difficulté qu'il n'y a pas tout qui est rentable dans la santé, donc je sais pas. Enfin, du coup, ils la résolvent comme là, où c'est les hôpitaux publics qui prennent en charge les choses non rentables. Par rapport aux logiques managériales et aussi au décalage avec les formations, ça c'est massif, ça ressort beaucoup par rapport aux gens
qui nous expliquent par rapport à ce qu'ils apprennent, disons, dans les formations, il y a un décalage juste énorme avec la pratique. Donc le décalage, il est à la fois par rapport à des jeunes infirmières, mais aussi par rapport à des... Par exemple, dans les soins à domicile, des infirmières qui sont là depuis longtemps, qui se font... Enfin, c'est dramatique parce que le métier s'est tellement transformé, elles passent tellement de temps à faire du travail administratif qu'il y a vraiment une perte de sens qui est assez monstrueuse par rapport à ces transformations. Et ça pousse les gens dehors, quoi. Alors un truc par rapport aux conditions de prise en charge, ça m'étonne en fait qu'il n'y ait pas plus de choses qui sortent dans la presse, parce que je pense qu'on est de plus en plus nombreux, à avoir même personnellement des fois vécu des situations dramatiques de prise en charge, voilà. Nous, c'est vrai que les patients, pour l'instant, il n'y a pas de... C'est pas encore très coordonné, en tout cas, moi, j'ai pas connaissance, disons, de mouvements très coordonnés pour dénoncer la péjoration des conditions de prise en charge. Donc ça, je sais que c'est un point sur lequel, c'est un des points sur lequel on pourrait appuyer parce que c'est simplement scandaleux, puis qu'il y a plein de gens qui ont vécu ça. Ma mère, elle a été hospitalisée il n'y a pas longtemps, mais ils ont tout fait pour pas qu'elle soit hospitalisée, pour pas qu'elle ait une nuit supplémentaire. Donc voilà, et puis ça c'est un cas, c'est pas grave, il y a des trucs bien plus glauques qui se passent, quoi. Et je veux juste... ouais, je crois que je vais... peut-être je te laisse... s'il y a d'autres points, s'il y a d'autres points sur les jeux. Ah oui, non, juste par rapport à l'initiative de l'Asie, nous, au SSP Vaud, on n'a pas particulièrement participé dans cette dynamique parce qu'on trouve que cette initiative est un peu vide. Effectivement, sur le fond, il y a une nécessité de revaloriser les soins infirmiers, mais que c'est pas cette initiative qui le permet. Après, dans d'autres régions du syndicat, il y a eu un soutien et un travail avec l'Asie, c'est très, très variable. Mais nous, en tout cas, on estime que malheureusement, même si le problème de fond est là et qu'on le constate et qu'on est totalement d'accord sur ça, l'initiative, elle ne semble pas apporter des réponses satisfaisantes. Oui, deux ou trois petites choses aussi par rapport aux interventions qui ont été faites. C'est pas des réponses, c'est juste des contributions à la discussion. C'est que, disons, par rapport à ce que disait Maimouna aussi au début, il n'y a pas de système de santé publique en Suisse. Ça n'existe pas. Les hôpitaux, les gens qui travaillent dans les hôpitaux qu'on appelle non publics, c'est pas des hôpitaux publics, c'est des hôpitaux privés, qui sont dans de fondations, de différentes formes d'organisation juridique. Mais au fond, il n'y a pas de système de santé publique au sens où les gens seraient pris en charge parce qu'ils habitent dans le pays, parce qu'ils y payent des impôts et ils sont pris en charge. Et en France, vous allez, l'autre jour, je voyais ça sur un réseau social, il y avait une femme qui disait qu'elle avait accouché, les frais de son accouchement c'était 9 €. Elle avait reçu à la maison, voilà, facture de 9 €. Ça, c'est un système de santé publique. C'est-à-dire que les gens ont des prestations gratuites parce qu'ils habitent dans le pays et qu'on les prend en charge, parce que c'est socialisé. Ça n'existe pas en Suisse. Les systèmes de prix de maladie sont privés, c'est une caisse privée qui encaisse les argents. Donc les hôpitaux sont des contrats de droit privé, donc les hôpitaux sont des contrats de droit privé, donc ils n'ont aucune protection, notamment contre l'assassinat par exemple. C'est l'exception, le CHU c'est une exception de ce point de vue-là. UG et le CHU c'est des exceptions bientôt au niveau suisse, parce qu'il n'y en aura plus qu'eux, qui sont des services de l'État. Le fait, c'est pas un système de santé publique, il n'y a pas de système de santé publique intégré, les médecins sont des patientèles privées qui vont voir les médecins, donc tous les médecins sont installés en privé. Il n'y a pas, donc on n'est pas dans quelque chose qui manquerait d'argent en termes de subsides, etc. Parce que ça n'existe pas, c'est fait de façon à ce que, effectivement, il y ait une intervention du privé à peu près à tous les niveaux. Donc ça, c'est la première chose. Moi, je pense qu'il n'y a pas de problème de coût de la santé. Je pense qu'il n'y a aucun problème de coût de la santé. Il y a un problème de financement. Mais il n'y a aucun problème de coût de la santé. Ceux qui disent que les soins de coût de la santé, etc. Moi, je pense que c'est pas vrai. Je pense que c'est bien que le coût de la santé augmente, c'est bon signe. Ça veut dire que disons, les investissements faits par ceux qui font des prestations aux assurances sont mieux. Ils investissent pour qu'on soit mieux soigné. Il y a une espérance de vie qui augmente, tout ça, moi je pense que c'est bien que les coûts de la santé augmentent, il faut que les coûts de la santé... Des pays où les coûts de la santé n'augmentent pas, c'est des pays qui sont dans la merde. La Grèce, c'est un pays où les coûts de la santé ont diminué. C'est pas nécessairement un exemple quand même à suivre, non?
Donc moi je crois que c'est bien que le coût de la santé augmente, sauf que, évidemment, c'est peut-être pas financé par ces systèmes scandaleux. Évidemment, c'est un système le plus scandaleux en Europe probablement parce que c'est un financement par tête, tout le monde connaît cette problématique. Donc, par rapport, moi je ne suis pas du tout un spécialiste du secteur ambulatoire, donc je connais moins, mais sur l'aspect que tu disais par rapport à ta mère qui travaille comme médecin généraliste, c'est évident que la contrainte financière elle pèse sur le traitement, sur la prise en charge, partout. Et maintenant, c'est évident que les gens qui sont pris en charge, il y a une contrainte financière qui pèse dans la tête du soignant. Ce que disait Georges aussi au début, c'est-à-dire que vous avez en tête ce que va coûter la prise en charge que vous faites. Donc, à tous les niveaux de la prise en charge, que ce soit dans l'ambulatoire ou dans l'hospitalier, vous avez en tête ça. Et puis, si vous ne l'avez pas en tête, il y a suffisamment d'instruments qui vous le rappellent. Les caisses maladies qui vous tombent sur le dos. Je veux dire, les médecins généralistes, tout le monde, les médecins généralistes témoignent, ceux qui ont moi j'ai témoignent, ils me disent, voilà, mais ils sont en train de remplir en permanence des justifications pour des prises en charge auprès de l'assurance. Ils doivent remplir des tonnes de justifications pour dire qu'ils ont pris en charge quelqu'un qui est venu chez eux parce qu'il avait le besoin de venir chez eux. Mais eux, ils doivent remplir des tonnes de papiers pour justifier ça, parce qu'on leur conteste ça, on discute ça. Donc c'est pour ça qu'ils sont débordés aussi en partie. Ils en ont marre, qu'ils estiment qu'ils ne sont pas assez payés. Alors ça, c'est un autre débat, mais disons, là, il y a une contrainte. C'est ce que disait aussi Niels par rapport au cas que tu citais sur le décès. Cette contrainte financière, ça a des incidences. Ça a des incidences sur le... Il y a des morts dans les hôpitaux, il ne faut pas déconner. Il y a des morts. Il y a des gens qui meurent et qui ne devraient pas mourir aujourd'hui dans les hôpitaux publics. Puis on le sait. Puis ça ne sort pas, voilà, ça tient pour l'instant. Moi, je suis surpris à chaque fois de voir à quel point le système tient alors qu'il est au bord de l'explosion, en disant, voilà, il y a des fois un truc qui sort. Là, il y a 2 ans, il y a une personne qui avait été... une femme qui devait accoucher, qui s'est présentée à la maternité lui a dit, on peut pas, enfin, non, c'est pas maintenant. Souvent, ils l'ont envoyé chez elle. Mais en fait, c'était pas maintenant, c'est parce qu'elle n'avait pas, la place pour l'accueillir. Donc elle est rentrée chez elle, puis elle est morte. C'était une situation tout à fait dramatique. Puis ça s'est sorti parce que le type, il est venu casser la maternité et ils ont avec une balle de baseball. Ben voilà, et là, ils ne peuvent pas faire autrement que de dire, et voilà. Mais ça arrive tout le temps. C'est des situations qui arrivent tout le temps. Parce qu'il y a une dimension financière dans la prise en charge du patient. C'est pas comme on aimerait nous. Il y a quelqu'un qui a un besoin social et puis qui doit être, ce besoin social doit être, on doit y répondre. C'est pas comme ça. Donc on est dans un décalage total par rapport à la formation. C'est ce que tu disais par rapport à la formation. Moi, le parcours d'une infirmière au CHU aujourd'hui que moi je vois passer, c'est elle arrive, elle sort de sa formation. Si elle est prise au CHU tout de suite, c'est pas toujours le cas, mais elle fait 2 ans à fond. Elle est en contrat à 100%. Après 2 ans, elle est exténuée, donc elle fait un burn-out de 3 à 6 mois en général. Et puis elle revient à 80. Puis elle dit, bon, maintenant je vais mettre la pétaleuse parce que là, c'est pas possible, quoi. Je veux pas tenir le coup. Donc elle baisse son salaire, puis elle travaille à 80. Mais elle travaille à 80 avec genre, là on a été voir la direction hier sur ça, elle fait 3 nuits de 12 heures, 2 jours de repos, 3 nuits de 12 heures. Et comment vous voulez avoir une vie avec ça? Donc les gens, ils ont 28 ans. Des infirmières de 28 ans, des jeunes femmes qui nous disent, moi j'en peux plus, moi je vais arrêter. Donc elles arrêtent ce boulot, mais elles n'arrêtent pas. Elles arrêtent ce boulot, elles ont été formées, elles ont eu plein d'illusions, dans le sens que c'était juste, elles ont eu une formation pour faire un travail de soins qu'elles ne peuvent pas faire, parce que les conditions ne leur sont pas données pour qu'elles le fassent. Donc elles disent, mais moi je ne sais pas du tout ce que j'ai appris. Ce que je fais ici, c'est pas du tout ce que j'ai appris. Pourtant c'est le mieux le CHU, du point de vue professionnel. Si vous allez ailleurs, c'est moins intéressant. Évidemment, si vous allez dans un CMS, tout ça, c'est moins intéressant. Le CHU, c'est en principe ce qu'il y a de mieux. Donc c'est censé être professionnellement le plus épanouissant, puis vous êtes liquidé. En 5 ans, les gens sont liquidés et ils partent. Ils partent et la moitié des infirmières qui ont fait une formation d'infirmière ne sont plus infirmières à 40 ans. Ils font un autre boulot. J'ai des exemples, moi vous en connaissez tous, je pense, mais elles font plus de boulot, elles font un autre travail, une autre profession, de sens de carrière. Donc, je ne parle pas de l'hôpital. L'hôpital, elle se tire après 5 ans, 6 ans, mais la plupart du temps, c'est comme ça. Donc, effectivement, il y a toute cette question-là. Donc, c'est pour ça que l'initiative de l'Asie, c'est complètement à côté de la plaque. Complètement à côté de la plaque. C'est pas possible de faire une initiative aussi à côté de la plaque que ça. Parce qu'il y a des enjeux partout dans le secteur de la santé. Il y a des enjeux partout dans le secteur de la santé. On peut dire une initiative sur tout, n'importe quoi. Eux, ils disent qu'il faut des soins infirmiers forts. Ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire, rien, néon. C'est pour ça que d'ailleurs que toute la direction du CHU, la direction de l'infirmière a signé cette initiative. Elle a fait signer au service au personnel, parce que là, nous on n'a pas le droit, mais eux ils peuvent. Toute l'Asie a fait signer partout, parce que c'est une initiative qui ne veut rien dire, il ne vous dira à rien. Où le Parlement bourgeois
doit dire comment les soins infirmiers sont organisés dans l'hôpital. Enfin, il faut vraiment être à côté de la plaque. Moi, je crois que c'est plutôt une initiative d'auto-proclamation, d'auto-affirmation, parce qu'ils ont besoin, pour des raisons internes, de s'affirmer et de s'afficher. Mais je crois que vraiment, c'est complètement à côté de la plaque et ça ne répond absolument pas aux questions qui se posent, aux questions qui sont à l'ordre du jour dans le secteur. Il y a, voilà, une dernière chose par rapport à la communication, là, bien sûr, on aimerait bien pouvoir faire témoigner les gens, on essaie de faire sortir des témoignages, faire sortir des gens qui parlent de ça, mais il faut aussi se rendre compte que l'écho n'est pas énorme. Hein. On a fait la mobilisation le 3 novembre 2016, on avait fait une manif au CHUV, on avait fait sortir. Moi j'avais pris des notes de toutes les séances de syndicales qu'il y avait où les gens témoignaient. Et après j'avais dit, bah voilà, si vous êtes d'accord, on donne ça à la presse, ça va devenir un article très bien, où les gens parlent. Ils disent par exemple, il y a 3000 récits au CHUV, sur 6 mois il y a 3000 récits. Les récits, c'est les récits d'événements indésirables. C'est-à-dire que une mauvaise prise en charge en fait. Où il s'est passé quelque chose qui est voilà, il y en a 3000 sur 6 mois. Donc c'est des choses qui ne devraient pas se passer, qui se passent. Et il n'y a pas de retour. Par exemple, on ne sait pas, et on ne sait pas ce qui se passe. Donc, il y a plein de choses comme ça qui sont problématiques. Et quand on parle, quand on fait parler les gens, qu'on essaie de faire parler les gens, il faut bien se rendre compte que ça n'a pas un écho monstrueux. C'est un écho auprès des patients qui disent oui, moi je vois bien que les infirmières tournent, elles n'en peuvent plus, tout ça. Mais ça s'arrête là. De fait, il n'y a pas une. Parce que comme il n'y a pas de politisation, une participation testing très faible, il n'y a pas un pas supplémentaire qui est fait. Et donc ça, c'est aussi en partie notre boulot, mais c'est vrai que ça commence à faire beaucoup de boulot là. Donc voilà un peu sur ces aspects-là. Ça j'ai dit. Vanessa, tu veux ajouter quelque chose? Non. Je voudrais qu'on remercie beaucoup les deux intervenants. Tous, et aussi merci à toutes les personnes qui sont intervenues, c'est vraiment très intéressant, vraiment, qui sont investies. Au-delà de ce matin où il y a eu des